le plan d'épargne entreprise. Si tu es salarié ou même dirigeant d'une petite entreprise et que tu n'as jamais vraiment creusé ce sujet, alors reste avec moi parce que tu vas peut-être découvrir l'un des outils les plus sous-estimés et les plus puissants pour transformer une partie de ton salaire en vrai patrimoine. Et cette vidéo a été pensée pour que ce soit la seule que tu aies besoin de regarder pour tout comprendre sur le sujet. Parce que le PE, c'est l'un des dispositifs d'épargne les moins compris des Français. Beaucoup pensent que c'est juste un truc d'intéressement ou juste une prime que l'entreprise met de côté pour nous et du coup, ils n'y touchent pas ou le laissent dormir avec des performances plus que mauvaises. Et c'est une erreur très classique. En réalité, le PE, c'est une machine à capitaliser boostée par ton employeur. Tu verses de l'argent dessus ou tu places tes primes, l'entreprise t'abonde, c'est-à-dire qu'elle remet au pot pour toi et souvent très généreusement. Et tout ça bénéficie d'une fiscalité très douce, une exonération des plus-values après 5 ans. On a seulement les prélèvements sociaux qui restent à 2,6%. Bref, c'est l'un des rares endroits où tu peux vraiment transformer un revenu normal en patrimoine qui travaille très fort pour toi et où l'État ne te fonctionne presque rien sur les gains. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui passent à côté. Soit parce que leur entreprise n'en parle pas assez, soit parce qu'ils ont peur du blocage de 5 ans, ou simplement parce qu'ils ne savent pas comment l'utiliser et comment l'optimiser. Et c'est exactement pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo la plus complète sur le sujet, pour t'expliquer simplement comment fonctionne le PE en 2026, pourquoi il est souvent plus intéressant que beaucoup d'autres placements, comment le remplir intelligemment, quel support choisir selon ton profil et surtout comment ne pas laisser des milliers d'euros sur la table à cause de mauvaises habitudes ou d'un mauvais arbitrage. Donc l'objectif de cette vidéo guide complet au niveau du plan épargne entreprise, c'est que tu sortes de cette vidéo en sachant exactement si ton PE est bien utilisé et quoi faire pour le rendre encore plus performant ou bien si tu souhaites te lancer avec un PE, comment l'utiliser au mieux. Et petit rappel important avant de plonger dedans, cette vidéo est du coup pédagogique, c'est pas un conseil en investissement personnalisé. Chaque situation est unique, ton âge, ton aversion au risque, ton horizon, ta situation fiscale, bref, tout ça compte. Donc prends ce que je dis comme des clés pour mieux comprendre, mais fais toujours tes propres vérifications et croise toujours les informations. Partie 1, c'est quoi le PE? Alors si je devais résumer le PE en une seule phrase ultra simple, ce serait ça. Le PE, donc le plan épargne entreprise, c'est un cadre d'épargne mis en place par ton entreprise qui te permet d'investir via ton argent plus celui de l'entreprise avec des avantages fiscaux tellement attractifs que l'État te laisse presque tout garder sur les gains. En gros, tu places de l'argent, ton employeur t'en ajoute souvent beaucoup, ce qu'on appelle l'abondement. Et quand tu récupères tout ça après 5 ans, ou plutôt dans certains cas, tu ne payes quasiment pas d'impôt sur le revenu sur les plus-values, les primes ou l'abondement. Juste les prélèvements sociaux, point barre. Donc c'est l'un des rares endroits où l'État dit « vas-y, épargne », on te taxe très peu sur les fruits de ton investissement. Mais du coup, pour qui c'est fait exactement? Donc c'est principalement pour les salariés d'une entreprise bien sûr. Mais aussi, et c'est moins connu, les dirigeants de petites entreprises, moins de 150 salariés qui peuvent y avoir accès. Aussi les conjoints collaborateurs ou conjoints associés. Donc c'est typique dans les TPE, les artisans, les commerçants et les professions libérales et parfois même les stagiaires ou les intérimaires si l'accord de l'entreprise le prévoit. Et dans certains cas, les retraités de l'entreprise qui ont déjà un PE actif. Donc l'objectif, c'est de permettre l'épargne salariale pour tous, c'est-à-dire que l'entreprise partage une partie de sa réussite avec ses équipes via l'intéressement, la participation, l'abondement et que les salariés puissent transformer du coup ces primes en un vrai capital qui travaille pour eux sur le moyen terme. En clair, c'est pas juste une prime que tu touches et que tu dépenses en vacances, c'est une prime que tu peux faire fructifier, qui est boostée par l'entreprise avec une fiscalité qui te protège énormément. Et c'est pour ça que quand une entreprise a un bon PE bien conçu, avec un abondement généreux et des supports d'investissement corrects, c'est souvent l'un des meilleurs placements que tu peux avoir dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté sans s'en rendre compte. Parce que tout le monde parle du PEA, de l'assurance vie, et jamais du PEE. Et c'est dommage parce que c'est vraiment l'un des outils les plus puissants pour construire du patrimoine sans se faire plumer par les impôts. Donc si tu as un PE ou si ton entreprise en parle, reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on va voir comment le remplir, comment l'optimiser et comment ne pas laisser des milliers d'euros sur la table. Partie 2, comment fonctionne un PEE. Donc on rentre dans le vif du sujet, comment fonctionne vraiment un PEE. Donc on va tout reprendre étape par étape pour que ce soit clair, même si tu n'as jamais entendu parler de ce dispositif avant. D'abord, qui peut en ouvrir un? Donc le PEE est ouvert à tous les salariés de l'entreprise, peu importe le type de contrat, CDI, CDD, apprenti, alternant, même stagiaire si l'accord le prévoit. Et bonne nouvelle pour les petites structures, les dirigeants peuvent aussi y accéder à condition que l'entreprise, comme j'ai déjà dit, ait moins de 250 salariés. Si tu es conjoint collaborateur ou conjoint associé, comme j'ai dit, c'est fréquent dans les TPE, artisans, professions libérales et commerçants,
tu peux aussi y être éligible. Et même les retraités de l'entreprise qui ont déjà un PE actif peuvent continuer à y verser des sommes dans certains cas. À l'inverse, qui ne peut pas en ouvrir un, c'est les salariés qui ont moins de 3 mois d'ancienneté parce que l'entreprise peut exiger ce délai minimum et c'est assez fréquent. Aussi les intérimaires, les prestataires externes ou les sous-traitants qui ne sont donc pas salariés de l'entreprise. Et si tu es dirigeant d'une entreprise de plus de 250 salariés, en général, tu es exclu, sauf exception très rare via un accord spécifique. Ensuite, comment ce plan d'épargne entreprise est mis en place? Donc le PEE n'est pas automatique, c'est l'employeur qui décide de le créer, mais il ne peut pas le faire tout seul. Il faut un accord collectif, soit négocié avec les représentants du personnel, délégués syndicaux, CSE si l'entreprise en a un, soit voté par les salariés à la majorité des 2/3 si pas de représentants. Dans la pratique, les salariés sont rarement contre, qui refuseraient un abondement. Donc ça passe souvent assez facilement. Donc une fois l'accord signé, il est déposé sur le site du ministère du Travail. Donc depuis 2021, il y a un contrôle de forme et de fond pour éviter les erreurs. Et ensuite, l'entreprise doit aussi informer tous les salariés à l'embauche et ça via un état récapitulatif de leur avoir. Et il existe des versions un peu différentes du PE. Si c'est dans un groupe d'entreprises, filiale holding, on parle de PEG, plan d'épargne groupe. C'est le même principe, juste plus gros et souvent plus de choix de placement. Si on a plusieurs entreprises indépendantes, donc pas du même groupe, qui décident de mutualiser un plan en commun, on appelle ça un PEI, plan d'épargne inter-entreprise. C'est plus rare mais pratique pour les TPE qui veulent s'associer. Enfin, un point hyper important à retenir, le PEE n'est pas un placement en soi, c'est une enveloppe. En gros, c'est comme un compte d'épargne fiscalement avantageux, tu y mets de l'argent, le tien, plus l'abonnement, plus des primes, etc. Et ensuite, tu choisis sur quel support tu investis. Des fonds actions, obligations, monétaires, voire des actions d'entreprise. Bref, c'est une enveloppe et dedans, tu mets des actifs. Et cette enveloppe va être gérée par un organisme financier, Amundi, Natixis, Société Générale, etc. Et l'entreprise choisit souvent le gestionnaire et les options disponibles. Donc le PE n'est pas risqué ou sûr par nature. C'est toi ou le salarié qui décide du niveau de risque en choisissant les supports. Donc pour résumer, le PE, c'est une enveloppe collective créée par l'entreprise, ouverte à presque tous les salariés plus dirigeants de PME, qui est mise en place par un accord collectif et qui te permet d'investir avec une aide financière de l'employeur et avec une fiscalité assez douce. Partie 3, comment le PEE se remplit, les 4 sources d'alimentation. Donc on passe maintenant à la question la plus excitante, comment l'argent arrive concrètement dans ton PEE? Parce que c'est là que tu vois la vraie puissance du dispositif. Il y a 4 sources principales d'alimentation et je vais te les expliquer une par une avec les chiffres à jour pour 2026 pour que tu puisses tout de suite voir ce que ça peut représenter pour toi. Premièrement, les primes d'épargne salariale, souvent la source la plus intéressante fiscalement. Donc la première source d'alimentation et souvent la plus intéressante fiscalement, c'est de placer directement les primes que ton entreprise te verse déjà. D'abord, la participation, c'est la part des bénéfices que l'entreprise est obligée de redistribuer aux salariés quand elle fait de très bons résultats. C'est automatique quand il y a du profit. Ensuite, l'intéressement, c'est une prime variable que l'entreprise décide de verser ou non. Il y a des objectifs collectifs, par exemple le chiffre d'affaires, la marge, la réussite d'un projet, etc. Et enfin, les droits issus du CET, le compte d'épargne-temps. En gros, si tu as accumulé des jours de congé non pris, tu peux les convertir en argent et les placer directement dans le PEE. Et pourquoi c'est souvent la source la plus avantageuse? Parce qu'avec ces primes, quand tu les places directement dans le PEE, elles sont exonérées d'impôts sur le revenu dans la limite des plafonds, environ 34 776 € pour l'intéressement en 2026. Et tu ne payes que les prélèvements sociaux à l'entrée, c'est-à-dire 9,7% de CSG CRDS. Ensuite, tout ce que tu as placé fructifie sans impôt sur le revenu pendant toute la durée du plan. C'est comme si l'État te disait prends ta prime, mets-la de côté dans le PE et on te laisse tranquille sur tes gains futurs. On ne te taxe presque à rien. Et beaucoup de salariés reçoivent ces primes sur leur compte courant, les dépensent rapidement et passent à côté d'une opportunité énorme pour construire du patrimoine. Et si tu veux faire fructifier ton épargne salariale, placer ces primes dans le PE est souvent le geste le plus malin que tu puisses faire. Ensuite, les versements volontaires. Donc, c'est ton argent personnel. Donc, ça, c'est la deuxième source d'alimentation. Donc, tes versements volontaires, c'est-à-dire l'argent que tu décides de mettre de ta poche directement depuis ton salaire net. C'est toi qui choisis. Tu peux décider de verser un montant fixe chaque mois, chaque trimestre ou en une seule fois sur l'année. Et le plafond légal est clair, jusqu'à 25% de ta rémunération brute annuelle. Et par exemple, si tu gagnes 50 000 € bruts par an, tu peux aller jusqu'à 12 500 € versés dans ton PE sur l'année. Tu gagnes 80 000 € bruts, ça monte à 20 000 € maximum. C'est une limite haute qui permet de vraiment épargner sérieusement quand on veut accélérer. L'entreprise peut fixer un montant minimal annuel pour éviter les versements trop petits, souvent 160, 300 ou parfois 500 € par an selon l'accord. Mais attention, il n'y a pas de minimum imposé par la loi, c'est juste une règle que l'entreprise peut ajouter pour simplifier la gestion. Et là, un point hyper important à bien comprendre, ces versements volontaires ne donnent aucune réduction d'impôt ni déduction fiscale sur ta déclaration de revenus. Tu les fais avec de l'argent qui a déjà été imposé, ton salaire net. En revanche, une fois dedans, tout ce que tu places bénéficie de l'enveloppe PEE, donc les plus-values, les dividendes ou les intérêts fructifie sans impôt sur le revenu pendant la durée du plan et à la sortie après 5 ans, 0 IR sur les gains. Du coup, seuls les prélèvements sociaux s'appliquent. Et donc, c'est un moyen très efficace d'épargner plus dans une enveloppe fiscalement ultra douce pour la suite. Et il y a beaucoup de salariés qui utilisent ces versements volontaires
précisément pour profiter au maximum de l'abondement. Ils mettent juste assez pour déclencher le bonus maximum de l'entreprise et parfois un peu plus pour gonfler le capital. Par exemple, si l'abondement est à 300%, jusqu'à 3 845 €, tu peux verser 1 280 € de ta poche, l'entreprise ajoute 3 845 €. Tu te retrouves avec plus de 5 127 € investis pour seulement 1 282 € sortis de ton compte. C'est là que le levier devient vraiment puissant. Bref, ces versements volontaires, c'est ton levier personnel. Tu décides du rythme et du montant sans avantage fiscal immédiat à l'entrée, mais avec tous les bénéfices de l'enveloppe PEE ensuite. Pour moi, c'est parfait pour compléter les primes et maximiser l'abondement quand ton entreprise est très généreuse. Troisième source, et franchement celle qui rend le PEE vraiment magique pour beaucoup de salariés, c'est l'abondement de l'employeur. C'est très simple, l'entreprise ajoute de l'argent sur ton PEE en complément de ce que tu verses toi-même. Donc tes versements volontaires ou tes primes placées. En gros, tu mets de l'argent et l'entreprise te dit « Ok, je double, je triple l'argent ». C'est de l'argent gratuit qui vient s'ajouter directement à ton épargne. Et le taux maximum légal, c'est jusqu'à 300% de ce que tu verses. L'entreprise peut abonder jusqu'à 3 fois ta mise. Par exemple, tu verses 1 000 €, elle peut en mettre 3 000 € en plus. Et le plafond annuel en 2026, c'est environ 3 845 € d'abondement maximum par le salarié. Mais il y a un bonus encore plus intéressant si tu décides d'investir dans des actions de ta propre entreprise ou d'une société liée au groupe, le plafond d'abondement monte à 6 916 €. C'est plus rare parce que toutes les entreprises ne proposent pas leur action dans le PEE, mais quand c'est le cas, c'est un levier énorme pour encourager l'actionnariat salarié. Et pourquoi c'est l'un des plus gros leviers du PEE? Parce que c'est littéralement de l'argent gratuit de l'entreprise. Tu ne le gagnes pas en travaillant plus, tu ne le négocies pas, il est offert en complément de ton effort d'épargne. Donc, petit exemple, tu verses 1 282 € de ta poche, un montant qui maximise souvent l'abondement. Si l'entreprise abonde à 300%, comme je te l'ai dit, elle ajoute 3 845 €. Résultat, tu as plus de 5 127 € investis sur ton PE alors que tu as sorti que 1 282 € de ton compte bancaire. Et tout cet argent va se faire fructifier dans l'enveloppe sans impôt sur le revenu sur les gains pendant la durée du plan et exonéré d'IR à la sortie après 5 ans. Et c'est pour ça que quand un PE propose un abondement à 200%, 250 ou 300%, beaucoup de personnes considèrent que c'est l'un des meilleurs placements qu'on puisse avoir dans sa vie. Un retour immédiat de 200 à 300% avant même que l'argent n'ait commencé à travailler en bourse ou en fonds. Évidemment, l'abondement n'est pas obligatoire. L'entreprise décide du taux et du plafond dans l'accord collectif, souvent entre 50 et 300%. Mais quand il est généreux, c'est le moment de sauter dessus. Tu maximises ton effort d'épargne pour déclencher le maximum d'abondement possible chaque année. Et c'est vraiment là que le PE devient une machine à capitaliser ultra efficace. Dernière source d'alimentation et celle qui est vraiment la moins connue, c'est les versements unilatéraux de l'entreprise. C'est quand l'employeur décide de verser de l'argent directement sur les PE de tous les salariés ou d'une partie d'entre eux sans que personne n'ait rien mis de sa poche. Il n'y a pas besoin de versement volontaire, pas besoin de primes ou d'abondement liés à ton effort. L'entreprise dit simplement « je mets X euros pour tout le monde ». Et par exemple, des cas où ça peut arriver, pour récompenser l'équipe après une excellente année, comme un bonus collectif surprise, aussi pour motiver pendant une période un peu plus compliquée, par exemple une baisse de morale, une restructuration, etc. Ou tout simplement pour inciter à l'épargne salariale et montrer que l'entreprise joue le jeu du partage de la valeur. Mais du coup, quelles sont les limites? C'est des versements qui sont plafonnés, souvent alignés sur les mêmes règles que l'abondement classique. Et fiscalement, c'est traité exactement comme l'abondement. On a une exonération d'impôt sur le revenu à l'entrée, des gains qui fructifient sans IR pendant la durée du plan et à la sortie, après 5 ans, seuls les prélèvements sociaux 18,6% ou le taux en vigueur qui vont s'appliquer. C'est plus rare que les 3 premières sources. Toutes les entreprises ne le font pas chaque année, mais quand ça arrive, c'est du pur bonus, de l'argent gratuit qui tombe du ciel dans ton PE sans que tu aies bougé le petit doigt. En résumé des 4 sources, tu as tes primes d'épargne salariale, donc participation, intéressement et compte épargne-temps, qui sont souvent les plus avantageuses fiscalement. Après, tu as tes versements volontaires personnels. Donc là, c'est ton effort direct jusqu'à 25% de ton brut. Après, tu as l'abondement de l'employeur, le vrai jackpot jusqu'à 300% de ta mise avec un plafond autour de 3 845 €. Et parfois, des versements unilatéraux, c'est le cadeau surprise de l'entreprise. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cet argent, quelle que soit sa source, va être investi sur les supports que tu choisis. Fonds actions, obligations monétaires, voire actions de l'entreprise. Et il bénéficie de cette enveloppe PE ultra protectrice. Comme je t'ai dit, tu n'as pas d'impôt sur le revenu sur tes gains pendant la durée du plan et tu as une exonération totale d'IR à la sortie après 5 ans. Et en plus, c'est une enveloppe capitalisante, tu es taxé uniquement quand tu retires l'argent, comme sur le PEA ou sur l'assurance vie. Donc, on voit déjà bien que si ton entreprise a un bon abondement plus un intéressement régulier et pourquoi pas un petit versement unilatéral de temps en temps, c'est une vraie machine à capitaliser. Tu mets peu de ton argent, l'entreprise en met beaucoup et tout travaille pour toi avec une fiscalité qui te protège énormément. Partie 4. Que peut-on acheter dans un PEE? Donc, on arrive à une question clé dans un PEE. Qu'est-ce qu'on peut vraiment acheter avec? Donc, le PEE permet d'investir dans une large gamme de valeurs mobilières, c'est-à-dire des actifs financiers classiques. Donc, on peut avoir des actions cotées ou non cotées, françaises ou européennes selon les choix de l'entreprise, des obligations et titres de créances négociables qu'on appelle TCN, aussi des OPCVM, c'est le nom technique pour les
fonds communs de placement comme les SICAV ou les FCP. Et en pratique, la plupart des PEE proposent surtout des fonds collectifs qu'on appelle OPCVM, gérés par des sociétés comme Amundi, Natixis, BNP Paribas, Asset Management, etc. etc. Donc tu auras typiquement des fonds monétaires sécurisés mais à un rendement faible, 1 à 3% par an. Des fonds obligataires, tu pourras gagner entre 3 et 7% par an selon le risque que tu prends. Des fonds actions, tu peux gagner un peu plus, entre 5 et 15% par an, par exemple sur des zones comme l'Europe, le monde, les pays émergents. Et aussi des fonds diversifiés ou ISR, investissement socialement responsable. Et surtout, une option très intéressante, investir dans les actions de ta propre entreprise ou d'une société du groupe. C'est souvent possible et c'est parfois très optimisé fiscalement. Comme je l'ai dit, l'abondement peut monter jusqu'à 6 920 € en 2026 au lieu de 3 845 €. Et certains accords prévoient même un abondement plus élevé ou des matchings spécifiques pour encourager l'actionnariat salarié. Donc là, tu deviens actionnaire de ta boîte, ce qui peut créer un vrai alignement d'intérêts. Tu gagnes quand l'entreprise gagne. Mais attention, tout n'est pas autorisé. Par exemple, dans un PE, tu ne peux pas avoir de produits dérivés, donc des options, des futurs, des warrants, des turbos, des CFD, etc., des crypto-monnaies ou des actifs numériques, des matières premières en direct, hors physique, pétrole, etc. Être exposé aussi à de l'immobilier via des SCPI, des OPCI ou des foncières cotées et des ETF non éligibles ou trop exotiques, par exemple. Donc en clair, le PE est orienté valeur mobilière classique et fonds collectifs avec un fort accent sur la sécurité et la diversification. L'entreprise choisit la liste des supports disponibles, souvent entre 5 à 15 fonds, et tu sélectionnes parmi eux. Et tu ne peux pas acheter n'importe quelle action individuelle comme sur ton compte titre classique, sauf si c'est celle de ton entreprise et que l'accord l'autorise explicitement. Donc pour résumer, dans un PE, tu investis principalement via des fonds. Et ça pour diversifier sans te prendre la tête et parfois directement dans les actions de l'entreprise pour avoir un bonus d'abondement et un lien fort avec ta boîte. Donc dedans, pas de produits spéculatifs ni d'actifs trop risqués ou exotiques. C'est fait pour être accessible et relativement prudent. Partie 5, l'argent est bloqué 5 ans, sauf dans une longue liste d'exceptions. Donc là, on arrive à un point qui fait souvent peur aux gens quand ils découvrent le PE. L'argent est bloqué pendant 5 ans. Et ça, oui, c'est la règle de base. Les sommes placées, donc tes versements, l'abondement, les primes, etc., sont indisponibles pendant au moins 5 ans. Et c'est pour encourager l'épargne à moyen terme et éviter que les gens ne sortent tout dès qu'ils ont besoin d'argent. Mais, et c'est un gros mais, l'État a prévu une longue liste d'exceptions qui permettent un déblocage anticipé sans perdre les avantages fiscaux. Et il y en a vraiment beaucoup pour couvrir les gros événements de la vie, heureux ou moins heureux. Donc le PE bloque l'argent pendant 5 ans, c'est la règle de base, mais en réalité, tu as beaucoup de portes de sortie légales pour récupérer tes fonds avant sans perdre des avantages fiscaux. Donc ça commence par les grands événements de la vie familiale, ton mariage ou ton Pacs, la naissance ou l'adoption d'un troisième enfant, et ça continue aussi avec les moments plus difficiles comme un divorce, une séparation ou une dissolution de Pacs quand tu as au moins un enfant à charge, si tu es victime de violence conjugale, aussi en cas d'invalidité pour toi, ton conjoint, ton partenaire de Pacs ou tes enfants, ou encore en cas de décès de ton conjoint ou partenaire. Ensuite, côté professionnel, tout change quand ton contrat s'arrête. Licenciement, démission, départ à la retraite anticipée, cessation d'activité si tu es indépendant, fin de mandat social, perte du statut du conjoint collaborateur ou associé, ou même si tu crées ou reprends une entreprise que tu lances en indépendant ou que tu achètes des parts dans une scope. Du côté immobilier et quotidien, tu peux débloquer pour acheter, construire, agrandir ou remettre en état ta résidence principale, pour des travaux de rénovation énergétique, pour réparer après une catastrophe naturelle reconnue, en cas de surendettement officiel, si tu deviens proche aidant pour un membre de ta famille, et même pour acheter un véhicule propre, neuf, électrique ou hydrogène, ou un vélo assistance électrique neuf. Bref, la liste qui est très longue et couvre vraiment la plupart des gros changements de vie heureux ou compliqués. Et pour la majorité des cas, tu as 6 mois après l'événement pour faire la demande, mais pour les ruptures de contrat, décès, invalidité, violence conjugale, surendettement ou proche aidant, tu peux demander à n'importe quel moment. Et pour que tout soit validé, il faut fournir des justificatifs simples et concrets selon la situation. Par exemple, pour un mariage ou un Pacs, c'est l'acte de mariage ou le récépissé de la mairie. Pour une naissance ou une adoption du troisième enfant, le livret de famille ou l'attestation CAF. Pour un divorce ou séparation avec garde d'enfant, le jugement et le certificat de non-appel. Pour des violences conjugales, l'ordonnance de protection ou les documents judiciaires. Pour une invalidité, l'attestation de sécurité sociale ou la carte d'invalidité. Pour un décès, l'acte de décès et le livret de famille. Pour une rupture de contrat, le certificat de travail ou l'attestation de l'employeur. Pour une création ou reprise d'entreprise, le récépissé RNE et les statuts. Pour l'achat ou la construction de la résidence principale, le compromis de vente, le permis de construire ou les factures de matériaux. Pour un véhicule propre ou un vélo assistance électrique neuf, la facture ou le bon de commande qui mentionne clairement l'énergie utilisée. Bref, il y a plein de cas très spécifiques. En résumé, il y a toujours un justificatif basique à fournir, mais rien de très compliqué. C'est fait pour être accessible quand la vie change vraiment. Du coup, même avec le blocage de 5 ans, le PEE reste assez souple et adapté à la réalité. Partie 6. Fiscalité du PE, l'un des dispositifs les plus avantageux. Donc, on va découper la fiscalité en 3 moments clés. Pendant la vie du plan, en cas de déblocage anticipé et à la sortie normale après 5 ans. Donc pendant la vie du PE, tant que l'argent reste bloqué dans le plan, la fiscalité est très légère. L'abondement de l'entreprise est exonéré d'impôt sur le revenu
pour toi dans la limite de 3 845 € en 2026 ou 6 916 € si tu investis dans des actions de l'entreprise. Pas de charge sociale non plus pour l'employeur ni pour toi, sauf les CSG, CRDS qui s'appliquent à l'entrée sur cette somme. C'est la seule petite ponction. L'intéressement et la participation que tu places directement dans le PEE sont aussi exonérés d'impôts sur le revenu dans la limite de 36 045 € en 2026 pour l'intéressement. On a aussi tes versements volontaires personnels, eux ne donnent pas d'avantage fiscal à l'entrée. Tu les fais avec de l'argent déjà imposé, donc tu n'as pas de réduction d'impôt. Et les gains, plus-value, dividendes, intérêts qui se réalisent à l'intérieur du plan, ils sont exonérés d'impôt sur le revenu tant qu'il reste réinvesti. Résultat, tout travaille pour toi sans que l'État ne te ponctionne pendant toutes ces années. En cas de déblocage anticipé, quand tu sors avant 5 ans pour l'un des cas autorisés, mariage, achat, maison, rupture contrat, etc., la règle reste très protectrice. Pas d'impôt sur le revenu, ni sur les sommes retirées, ni sur les gains accumulés. Mais tu payes quand même les prélèvements sociaux de 18,6%. C'est la seule fiscalité qui s'applique et c'est bien moins cher qu'un retrait sur un compte titre classique. À la sortie normale, après 5 ans, tu as zéro impôt sur le revenu sur les plus-values, les dividendes ou les intérêts accumulés. Tu ne payes que les prélèvements sociaux sur les gains. Et les sommes de base, versements, abondements, primes, sortent sans aucune imposition supplémentaire. Donc tu transformes des primes ou un petit effort d'épargne en capital qui travaille longtemps et l'État te laisse garder l'essentiel. C'est pour ça que quand tu as un PE avec un bon abondement, c'est souvent l'un des meilleurs leviers patrimoniaux pour construire du patrimoine quand on est salarié. Partie 7, les limites et risques à connaître. Donc, avant de finir sur une note trop enthousiaste, soyons honnêtes, le PE est un outil puissant, mais comme tout placement, il a aussi ses limites et ses risques. Et il vaut mieux les connaître avant de se lancer tête baissée dessus. Donc le premier risque important, c'est d'investir trop dans les actions de sa propre entreprise. Et ça peut être très tentant, surtout quand l'abondement est doublé ou quand l'entreprise propose un matching plus élevé pour ses propres actions. Mais si tu mets une grosse partie de ton PE dedans, tu crées un risque de concentration énorme, ton épargne est liée à la santé de ta boîte. Si l'entreprise va mal, baisse du cours, restructuration, faillite, ton PE peut chuter en même temps que ton salaire ou que ton emploi soit menacé. Bref, c'est le fameux double risque, tu perds à la fois ton revenu et ton épargne. Donc même si c'est attractif fiscalement, ne mets pas plus de 10 voire 20% de ton PE dans les actions de ton entreprise et diversifie aussi sur d'autres fonds. C'est une règle de base en gestion patrimoniale, être diversifié. Deuxième limite, la gestion peut être parfois opaque ou complexe selon les entreprises. Dans les grosses boîtes, tu as souvent une liste de 10-15 fonds bien choisis, Amundi, Natixis, etc. avec des descriptifs clairs et un outil en ligne pour suivre ton épargne. Mais dans les TPE ou PME plus petites, parfois le gestionnaire est moins performant, tu as peu de choix de fonds, interface web ancienne, frais cachés ou communication annuelle qui arrivent en retard. Du coup, tu peux te retrouver avec un PE qui dort sur un fonds monétaire à 1% pendant des années sans t'en rendre compte ou avec des arbitrages compliqués à faire. Donc pour moi, avant de te lancer, regarde toujours l'accord PEE, la liste des supports, les frais de gestion et l'interface du gestionnaire avant de te lancer. Si c'est trop opaque, n'hésite pas à demander des explications à ton employeur ou au gestionnaire. Troisième point, les frais variables selon les gestionnaires. Les frais de gestion des fonds au PCVM tournent généralement entre 0,5 à 2% par an selon le type monétaire bas, action plus élevée, etc. À ça s'ajoutent parfois des frais d'entrée-sortie et des frais d'arbitrage ou des frais de tenue de compte. Dans un PE bien géré, ces frais sont souvent négociés bas par l'entreprise, mais dans les plus petites structures, ils peuvent être plus élevés et grignoter tes performances sur le long terme. Donc comme je te l'ai dit, vérifie toujours les frais dans l'accord ou sur le site du gestionnaire. 5 critères clés pour choisir où placer ton argent. En résumé, le PE est génial pour sa fiscalité et l'abondement, mais il n'est pas parfait. Tu as un risque de concentration si tu mises trop sur ta boîte, une gestion parfois perfectible dans les petites entreprises et des frais qui peuvent varier. La clé, c'est la diversification, la vigilance sur les supports et bien sûr ne pas tout mettre dans le PE. Partie 8, comment utiliser le PE intelligemment maintenant. Donc le PE, c'est pas juste un compte qui existe, c'est un outil que tu peux optimiser selon ta situation qui est très spécifique. Et je vais te donner 4 approches concrètes adaptées à différents profils pour que tu puisses appliquer ça tout de suite. Premier cas, celui du salarié débutant. Si tu es jeune, que tu as peu d'épargne ou que c'est ton premier PE, commence doucement et simplement. Verse juste assez pour déclencher l'abondement maximum. Choisis un fonds diversifié ou ISR pour limiter la volatilité et oublie les actions de l'entreprise au début. C'est trop risqué quand tu débutes. L'objectif, c'est s'habituer à avoir le réflexe d'épargner automatiquement, profiter de l'argent gratuit de l'entreprise et laisser le temps faire son travail. En 5-10 ans, avec des versements modestes, ça peut devenir une belle petite cagnotte. Deuxième profil, le salarié qui veut maximiser l'abondement. C'est le cas le plus courant et le plus rentable. Donc dans ce cas-là, calcule précisément le montant à verser pour toucher le maximum d'abondement. Ensuite, tu verses ce montant en 1 ou 2 fois et tu vas le placer sur un fonds Action Europe ou Monde pour viser un rendement moyen autour de 6 à 10% sur le long terme. Et si ton entreprise propose un abondement plus élevé sur ses propres actions, tu peux y mettre une petite partie, mais pas tout. Diversifie toujours. Troisième stratégie, je vise le long terme parfait. C'est idéal si tu es à 30, 40 ans et que tu prépares ta retraite ou un gros projet dans 10 ou 20 ans. Donc laisse l'argent bloqué sur les 5 ans minimum, voire plus si tu peux. Investis sur des supports dynamiques,
Fonds à action internationale, émergents ou small cap acceptent un peu de volatilité pour viser 7 à 10% annualisés sur la durée, réinvestis automatiquement les gains et les dividendes et oublie ton PE pendant au moins 10 ans. Avec un bon abondement, des versements réguliers, ça peut devenir une vraie poche de capital significative exonérée d'impôts sur les gains. Quatrième cas, je prépare un achat immobilier, très courant pour les personnes qui ont la trentaine. Dans ce cas-là, utilise les cas de déblocage anticipé pour ta résidence principale, achat, construction, agrandissement ou travaux de rénovation énergétique, verse régulièrement pour accumuler un apport personnel boosté par l'abondement et débloque au bon moment dans les 6 mois après la signature du compromis ou du permis de construire. Et anticipe les justificatifs et vérifie que ton PEE est assez liquide. Donc pour ça, évite les fonds qui peuvent être bloqués. Et donc ce cas, pour moi, c'est une super façon d'avoir un apport pour un projet immobilier sans se ruiner. Et enfin, l'erreur classique à ne surtout pas faire, c'est laisser l'abondement passer à côté. Donc chaque année, il y a des milliers de salariés qui ne versent pas assez et perdent 2000, 3000 euros d'argent gratuit de l'entreprise. Donc d'abord, vérifie ton accord PE. Regarde le taux d'abondement et le plafond et ajuste tes versements pour capter le maximum. Parce que c'est comme refuser une augmentation, ça fait mal quand tu t'en rends compte après coup. Partie 9, mini FAQ. Donc on finit par une mini FAQ rapide pour répondre aux questions qui reviennent le plus souvent sur le PE, aux questions qu'on m'a le plus posées sur mon Instagram. Première question, peut-on transférer un PE? Donc oui, absolument. Si tu changes d'entreprise ou si tu n'es pas satisfait du gestionnaire actuel, tu peux transférer ton PE vers un autre organisme, Amundi, Natixis, etc., sans perdre l'antériorité fiscale ni les avantages. Et l'accord de ton ancienne entreprise reste valable, les sommes suivent et c'est souvent gratuit ou très peu cher. C'est une bonne option pour avoir une meilleure interface ou des frais plus bas. Deuxième question, peut-on avoir plusieurs PE? En vrai, pas vraiment. Tu peux avoir qu'un seul PE par entreprise à la fois. Mais si tu changes d'entreprise, tu gardes ton ancien PE et continue de vivre avec ton propre blocage de 5 ans et tu peux en ouvrir un nouveau dans ta nouvelle entreprise. Tu peux donc en avoir plusieurs en parallèle si tu as eu plusieurs employeurs. Troisième question, comment choisir les fonds à l'intérieur? D'abord, regarde la liste des supports proposés par ton entreprise. Souvent 5 à 15 fonds. Privilégie la diversification. Un fonds monétaire ou obligataire pour la sécurité, un fonds Action Europe ou Monde pour la croissance et éventuellement un fonds ISR si tu veux du responsable. Et comme je te l'ai dit, évite de tout mettre sur les actions de ton entreprise. Mon conseil, tu peux viser un mix 60% à 80% actions et 20 à 40% obligataire ou monétaire selon ton âge et ton horizon. Et change de fonds une fois par an si besoin, parce que les arbitrages sont souvent gratuits et très peu chers dessus. Quatrième question, que faire si on quitte l'entreprise? Donc ton PE ne va pas disparaître, il va rester actif. Tu continues de le gérer avec l'arbitrage et les suivis et tu peux même y faire des versements volontaires pendant un certain temps, souvent jusqu'à la fin de l'année ou 6 à 12 mois après. Et tu peux aussi te transférer vers un PER individuel ou laisser vivre jusqu'à la retraite. Et en cas de départ, tu as souvent droit à un déblocage anticipé si tu le demandes dans les 6 mois en cas de rupture de contrat. Donc ne le laisse pas dormir sans rien faire, transfère ou optimise-le. Cinquième question, l'entreprise peut-elle refuser un versement? Et oui, dans certains cas précis, par exemple si tu dépasses le plafond annuel, 25% de ton brut, si ton versement est inférieur au montant minimum fixé par l'accord, 150 voire 500 euros souvent, ou si tu demandes un versement après la date limite de l'année. Mais en général, tant que tu respectes les règles de l'accord, l'entreprise ne peut pas refuser arbitrairement. C'est un droit pour le salarié. Sixième question, que se passe-t-il si l'entreprise ferme? Ton PE va être protégé, les sommes sont gérées par un organisme financier indépendant, Amundi, Société Générale, BNP, et pas par l'entreprise. Et en cas de liquidation, faillite ou fermeture, ton épargne reste intacte et tu peux la transférer ou la débloquer. C'est souvent considéré comme rupture de contrat. Et donc, tu reçois un courrier du gestionnaire pour t'expliquer les démarches. Pas de panique, l'argent est hors du bilan de l'entreprise, donc c'est sécurisé. Donc, voilà pour les questions les plus fréquentes que j'ai eues sur mon Instagram. Si tu en as d'autres, je t'invite à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre à tout le monde. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo sur le PEE. Merci d'être resté jusqu'ici. Ça montre que tu es vraiment motivé pour optimiser ton épargne avec ton entreprise. Et si désormais tu vas aller plus loin pour investir ton épargne en bourse en 2026, j'ai créé une formation 100% gratuite sur le sujet où j'explique étape par étape comment faire pour investir en bourse en 2026. Donc le lien est dans la description. Je t'invite à regarder la vidéo pour apprendre à investir en bourse. Et aussi, si tu veux aller plus loin, je t'ai mis dans la description ma liste des meilleures actions et ETF selon moi en 2026. Donc je t'invite aussi à la regarder si besoin. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos, à me partager aussi ton avis dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.